Bonjour à tous. Alors si vous voyez ma caméra bouger, c'est parce que elle est un petit peu tapoter par ce petit être de lumière. C'est mon chat. Je suis très content de vous la présenter et pourquoi je vous parle d'elle aujourd'hui? Parce que vous avez peut-être déjà remarqué que les chats, dans la nuit, ça a les yeux qui brillent. Alors là, vous le voyez pas parce qu'il fait jour. Pardon, elle est très mignonne. Bref, attends, par contre, tu bouges la caméra. Non, non, non. Bon. Bref, elle a les yeux qui brillent dans la nuit. Donc ça se voit notamment sur les photos, hem, où on voit des fois des gros, points blancs à la place des yeux des chats. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est parce que les yeux des chats, hem, réfléchissent la lumière. Voilà, elle est partie. Les yeux des chats réfléchissent la lumière. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça leur permet de voir dans le noir. Mais donc, on va essayer de voir aujourd'hui pourquoi les yeux des chats, réfléchissent la lumière. Alors c'est pas particulièrement les chats, c'est tous les conducteurs. En fait, on va voir le principe d'un miroir. Oui, je voulais juste vous montrer mon chat, c'est finalement pas si intéressant d'un point de vue physique. Donc pour ça, on va avoir besoin des équations de Maxwell, comme vous vous y attendez, et on a déjà vu ce qui se passait quand une onde arrivait sur un conducteur, donc c'est-à-dire un endroit, un milieu qui avait une certaine conductivité. Et on avait vu qu'il y avait un truc qui s'appelait l'effet de Paul, et en gros, ça, c'est la distance sur laquelle pénétrer l'onde électromagnétique à l'intérieur du métal. Alors, bon là vous allez me dire: «Oui d'accord, mais qu'est-ce que ça vient faire là?» Bah, en fait, on voit que si la conductivité augmente grandement, cette longueur-là, elle est toute petite et c'est ce qu'on avait vu en fait la dernière fois. D'ailleurs, on avait vu que les longueurs d'onde caractéristiques dans le visible et cetera, enfin pardon, les longueurs de peau, les épaisseurs de peau pardon, caractéristiques sur des conducteurs, ça pouvait être de l'ordre du micromètre et cetera. Et du coup, on va simplifier la chose en prenant un conducteur parfait et en disant que les ondes électromagnétiques ne pénètrent pas à l'intérieur du métal. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça veut dire que si je prends un conducteur parfait, donc voilà, c'est par exemple, le fond de l'œil de mon chat ou n'importe quoi, hein, et que je prends un point M à l'intérieur de ça, bah, du coup, toutes les ondes extérieures n'ont pas pu pénétrer. Donc on a là-dedans E égale 0, d'accord? Puisque, en réalité, l'épaisseur de peau est nulle. Donc il peut se passer des choses en surface, mais à l'intérieur, ça fait 0. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous donne d'autre? Bah, on sait aussi que div de E, du coup, ça fait 0. Mais ça fait aussi ρ sur epsilon 0. Donc on a ρ égale 0. Donc on a à l'intérieur du conducteur quelque chose de neutre. Donc s'il y a des charges sur un conducteur, elles sont en surface. On peut aussi dire quoi? Mais on peut aussi utiliser Maxwell Faraday. Le rotationnel de E, le rotationnel de 0, ça fait 0. Et ça fait moins dérondé sur déronté. Donc on a à l'intérieur un champ stationnaire. Alors qu'on peut appeler P0. Alors attention, hein, il peut dépendre éventuellement de l'espace, mais il est stationnaire. Donc il ne dépend pas du temps. La plupart du temps, évidemment, on le prendra nul. Alors cependant, il y a bien sûr hein, des champs stationnaires qui existent. On peut penser aux champs magnétiques terrestres, par exemple. OK. Et après, évidemment, on peut prendre Maxwell Ampère. Et on a donc ρ de B qui fait mu0 J. Mais du coup, rotationnel d'un champ ici, nul, ça fait 0. Et dérond sur déronté, ça fait 0. Donc on a J égale 0. Donc bref, à l'intérieur du conducteur, en gros, il ne se passe rien. Du coup, bah, pourquoi ça pose problème? Bah, pour une raison simple. J'ai supposé qu'on a un métal qui est un conducteur parfait sur laquelle j'envoie une onde par là en provenance du vide. Donc l'onde elle vient du vide, donc je sais que je peux l'écrire comme le truc classique du genre E0I, donc c'est l'onde incidente, d'où le I. Hein. Alors là, vu le système de coordonnées que j'ai pris, je la fais se propager selon plus UX, donc EI oméga T moins KX. Et je la polarise par exemple sur UZ. Alors là, j'ai pris un cas particulier, c'est celui du programme, hein, c'est ce qu'on va appeler l'incidence normale. Donc tout simplement, je la mets, hop, qui arrive en incidence normale, donc en fait, de manière parallèle à la normale à l'interface vide-métal. Bon bah ça, en quoi c'est un souci? Donc on l'a dit, hein, on a une onde incidente par là et rien ici. Alors déjà, juste
sans les lois physiques, on peut se demander où est passé ce champ électrique. Est-ce qu'il a disparu vraiment? Enfin, vous le savez, hein, il est porteur d'une énergie. L'énergie, ça disparaît pas comme ça. Pour formaliser tout ça, on peut plutôt utiliser les relations de passage. Donc je vous rappelle, à l'interface de 2 conducteurs, on a, le champ la différence des 2 champs électriques qui est que suivant la normale, c'est-à-dire qu'il y a continuité du champ tangentiel, et la différence entre les 2 vaut en norme sigma sur epsilon 0. Là, si je regarde, le champ est tangentiel. Donc en fait, j'ai E1 ici égale E2. Ici, je rappelle, parce que le champ est tangentiel. Sauf que E2, c'est à l'intérieur du métal. Donc ça fait 0. Sauf que E1, si je reprends l'expression ici, ça fait E0i, EI oméga t, UZ. Donc j'ai E0i, EI oméga t, si je projette sur UZ, qui fait 0. Bon ben ça, c'est vrai pour tout t. Donc ça, c'est pas nul. Donc je prends juste un t pour lequel c'est pas nul. Et donc j'ai E0i égale 0. Bon ben ça, c'est pas possible, puisque j'ai dit que j'envoyais une onde incidente. Et ça, je peux contrôler hein, avec un appareil, de dire, ben voilà, je l'envoie par là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas pris en compte. Et ce truc qu'on n'a pas pris en compte, c'est qu'il existe une onde réfléchie. Alors on verra après d'où ça vient. Mais en gros, ça nous prouve que le modèle est faux et que donc il existe une onde réfléchie. Et l'onde réfléchie, alors du coup, c'est une onde qui, elle, se propage par là. Alors, je ne vais rien supposer pour l'instant, à part que donc c'est une onde réfléchie, pardon. Donc elle a une certaine amplitude, je ne sais pas laquelle. Alors, ce que je vais juste supposer, c'est qu'elle ne change pas de pulsation. Par contre, elle se propage cette fois-ci suivant moins UX. Donc je mets un plus dans ma façon de l'écrire ici. Et c'est suivant UZ. Et j'ai toujours que le E total en X égale 0, il s'annule. Et ça, c'est vrai pour tout T. Donc finalement, j'ai, si je reprends ce que j'ai là-bas, E0i. Alors bien sûr, je prends X égale 0, donc ça me fait E0i, EI oméga t. Ah oui, pardon, je peux lui mettre un petit déphasage quand même. Plus E0R, EI oméga t plus phi, qui est égal à 0. Donc là, en gros, si je passe en notation réelle, j'ai juste E0i cos oméga t plus E0R cos oméga t moins phi égale 0. Donc je dois annuler, en gros, une somme de 2 fonctions de cosinus. Alors déjà, c'est comme ça qu'on peut voir que les deux ont la même pulsation. Même si j'avais pris un oméga R différent ici, pour annuler une somme de 2 cosinus, il faut qu'ils aient la même pulsation. Donc j'ai bien oméga R égale oméga I, si on veut. Et puis je dois les aligner en amplitude aussi. Ce qui veut dire que j'ai E0R, alors j'écris moins E0I, de sorte à ce que je peux prendre après phi égale 0. Si vous voulez, on peut prendre E0R égale E0I et phi égale pi. Ça va juste rien changer, puisque un déphasage de pi, ça va juste renverser la fonction. Donc bref, finalement, j'ai mon onde réfléchie. Mon onde réfléchie, je peux l'écrire, c'est une des façons d'écrire, comme donc moins E0I, EI oméga t plus kx, polarisé suivant UZ. Dans la suite, le E0i, je vais juste le transformer en E0, c'est l'amplitude initiale. Le E0i, si vous voulez. Ok. Super, donc j'ai à la fois une onde incidente et une onde réfléchie dans le même espace, c'est-à-dire dans le vide. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer l'onde totale, parce que c'est finalement ça qu'on voit après. Et donc, finalement, si je somme les deux, alors ça fait EI plus ER. Alors là, vous pouvez soit le faire en notation complexe, c'est peut-être plus simple, parce que vous pouvez factoriser par EI oméga t, et ça vous fait apparaître moins E0i EIKX, non, E moins IKX, pardon, ça vous fait apparaître un E0 E moins IKX
moins E0i EIKX. Donc bref, ça fait apparaître en fait un sinus si on divise par 2i. Donc on multiplie en haut et en bas par 2i. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Et, mais ça se fait bien avec des fonctions triviaux, c'est un truc de MPSI en gros. Et on arrive à 2E0 sinus KX, sinus oméga T, UZ. Ça, c'est l'onde totale dans le vide lorsqu'on a une onde incidente qui arrive sur un métal, un conducteur parfait. Plein de choses qu'on peut dire sur ça, je vais en parler après. Je vais juste dire comment on fait pour calculer B associé, parce que souvent on calcule le champ électrique et le champ magnétique. Pour calculer B associé, c'est facile. Vous allez me dire, on utilise la relation de structure. Non, non, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une onde plane progressive. Donc on ne peut pas du tout faire ça en fait, parce que vous voyez ce n'est pas une fonction de t moins x sur c, ou de x moins ct, enfin bref, c'est en gros, la partie spatiale et la partie temporelle sont découplées dans deux fonctions différentes qu'on multiplie. Donc on ne peut pas faire de changement de variable qui nous donnerait une fonction que d'une variable. Donc là on est embêté, donc on ne peut pas utiliser la relation de structure. Donc en fait, pour le faire, il faut calculer le champ magnétique incident, BI, qu'on calcule avec KUX vectoriel E incident sur C. On calcule le champ magnétique réfléchi avec cette fois-ci, attention, un vecteur d'onde qui va suivant moins UX vectoriel le champ électrique réfléchi sur C. On met tout ça ensemble et finalement on trouve B qui fait 2E0 sur C cosinus KX cosinus oméga T suivant UY. Si on a la flemme de faire ça, on peut aussi utiliser directement l'équation de Maxwell-Faraday qui va nous donner ρ2 en fonction de moins des rondes B sur des rondes T, on intègre et ça fonctionne très bien. On voit que le rotationnel va faire qu'on va dériver le sinus qui va donner un cosinus et l'intégration temporelle va donner une intégration du sinus et ça va bien donner un cosinus aussi, au signe près on va dire. Bref, on a ce truc-là. Et ça, c'est donc, je l'ai dit, déjà pas une onde plane progressive. Ça, c'est étonnant, ça fait depuis le début qu'on fait de l'électromag qu'on ne l'a pas trouvé. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une onde stationnaire. Je vous l'écris là. Et sachez qu'en description, je vous ai fait une vidéo vers les ondes stationnaires. Alors, j'avais fait ça il y a longtemps, puisqu'avant, c'était au programme de MPSI. Donc, je vous renvoie vers ça. Il y a tout un vocabulaire associé qu'on appelle les nœuds, les ventres, etc. En vrai, c'est un objet mathématique assez rigolo. Notamment, un truc intéressant, c'est qu'il y a des zones. Alors, attendez, je vais vous la tracer. Hein. Donc, on a ça. En fonction de x. Moi, j'ai posé x égale 0 ici, implicitement. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que peu importe le temps, en x égale 0, le champ électrique est toujours nul. Donc, ici, on va voir ce qu'on appelle un nœud de vibration. Et puis, c'est vrai pour tous les x tels que kx égale 0. Donc, en fait, non, pardon, sinus kx égale 0. Donc, kx égale npi. Donc, en fait, voilà. Le champ électrique, ça, c'est son amplitude en fonction de x. Ce qui veut dire que si je me place, par exemple, là, au cours du temps, il va osciller entre là et là. Okay. Par exemple, si je me place à un instant où le sinus de oméga t vaut pas 0, parce que 0, ça veut dire que tout est nul tout le temps, mais disons, je sais pas, moi, 1,5, ça va me faire un truc comme ça pour l'amplitude du champ électrique. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler des nœuds de vibration du champ électrique. Ce qu'on voit, c'est que ceux du champ magnétique sont déphasés, c'est-à-dire qu'ils sont tels que cosinus kx égale 0. Donc en fait, les nœuds du champ magnétique sont là, là et là. Okay, ce qui fait que si on prend l'énergie volumique électromagnétique, elle est partout plus ou moins pareille, parce que là où il n'y a pas d'énergie électrique, il y a de l'énergie magnétique, en gros, hein, tout simplement. Mais si l'on prend quelque chose qui est sensible uniquement au champ électrique, eh bien, il y a des endroits où, ici, on ne verra rien.
C'est-à-dire qu'on ne verra pas de champ électrique jamais, nulle part. Ça, c'est très facilement faisable en TP avec ce qu'on appelle des ondes centimétriques. Notez qu'entre deux nœuds de vibration, on a du coup lambda sur 2 avec les notations K égale 2pi sur lambda et ainsi de suite. Notez aussi qu'il y a des endroits où le champ électrique varie beaucoup, avec une amplitude en fait de 2,0, donc plus qu'avant. Ces endroits-là, c'est ce qu'on va appeler des ventres de vibration. Bon bref, je vous renvoie vers ma vidéo en description sur les ondes stationnaires. N'hésitez pas à lui mettre un maximum de likes, évidemment. Donc voilà ce qu'on peut dire pour une onde électromagnétique qui est incidente sur un conducteur parfait. Petit truc quand même que je n'ai pas expliqué, c'est d'où vient cette onde réfléchie, parce que j'ai dit, bon, il y en a une, on la pose comme ça, mais d'où elle vient? En réalité, c'est quelque chose de technique. J'allais dire technique, j'exagère peut-être un petit peu, mais en réalité, même si j'ai dit qu'à l'intérieur du conducteur, on n'avait pas de champ électrique, pas de champ magnétique, etc., à la surface, on a quand même des petites choses. Et à la surface, on a probablement un courant qui se met en place. Pourquoi je dis ça? Parce que là, vous voyez, en X égale 0, on a un champ magnétique qui a une grande intensité, ici. Alors qu'à l'intérieur du conducteur, on a B égale 0. Et rappelez-vous, on a ce qu'on appelle donc des conditions de passage, pareil, pour le champ magnétique. C'est-à-dire que pour le champ magnétique, on a B transverse en 2 moins B transverse en 1, avec les mêmes notations que tout à l'heure, qui fait mu0 J vectoriel N de 1 vers 2. Alors J, qui est du coup un J surfacique. En gros, des porteurs de charge qui se sont mis en mouvement là, par là ou par là. Bon, ben, si on fait ça, si on calcule en fait avec les relations de passage ici, J, on va trouver qu'on a J qui fait 2E0 sur mu0C cos oméga t UX. UZ. En fait, c'est un truc qu'on aurait presque pu anticiper, dans le sens où on avait un champ électrique qui était suivant UZ par là. Et ça, c'est un espèce de truc qui conduit très très bien les porteurs de charge, tellement bien que c'est même une conduction infinie, conductivité infinie. Donc en gros, il arrive. Donc l'onde incidente arrive là, elle conduit les porteurs de charge. Et du coup, ces porteurs de charge, ils créent un courant, et vous le savez, un courant, ça crée un champ magnétique, ça crée un champ électrique. Enfin, en fait, c'est Maxwell qu'on reprend dans une des possibilités classiques. Et bref, on a donc des courants qui s'établissent à la surface du conducteur. C'est comme ça que marchent pas mal de choses. Pas mal de choses, ce que j'appelle pas mal de choses, c'est par exemple les polariseurs, etc. En gros, un champ électrique arrive et met en mouvement des porteurs de charge qui créent un courant, qui créent un champ magnétique, etc. Et c'est donc ce qui se passe dans les yeux de mon chat, mais aussi sur tous les miroirs, etc. Donc en réalité, il y a des petits courants à l'intérieur des miroirs quand un champ électrique les éclaire, c'est-à-dire de la lumière les éclaire, tout simplement. Voilà, alors, ça c'est très bien. Et alors là, vous avez vu, on a fait le calcul en incidence normale, c'est-à-dire avec un champ électrique qui arrive par là. Mais on pourrait se poser la question, attendez, faites un screen si vous voulez, bam. On pourrait se poser la question de ce qui se passe si on a, je sais pas moi, un conducteur qui arrive par là, avec K par ici, et un champ électrique par là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en réalité, le calcul est un peu plus long, je ne vais pas tellement le faire dans cette vidéo, même pas du tout. Mais on retrouve un truc intéressant, c'est les lois de Descartes, vous savez, avec les rayons, hop là, qui sont réfléchis comme ça, et qui sont tels qu'on a I' égale moins I. D'accord? On peut voir ça. Pour un conducteur parfait, il n'y a rien qui passe à l'intérieur. Si ce n'est pas un conducteur parfait, on peut même montrer qu'il y a quelque chose qui arrive à l'intérieur. Enfin bref, on peut montrer tout un tas de trucs. Et puis, ce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être que ça peut être utile pour guider un champ électrique, c'est-à-dire, admettons, je mets un truc par là, et puis j'éclaire avec un vecteur d'onde, cette fois-ci par là. De sorte à ce que, en fait, si le vecteur d'onde il est quand même un tout petit peu penché, il y a une réflexion.
Et du coup, pour le guider jusqu'au bout, je vais quand même mettre un deuxième conducteur parfait ici, et puis comme ça, hop, ça zigzague à l'infini, et je peux transmettre la lumière très très loin. En fait, c'est évidemment très intéressant d'étudier ça, parce que c'est exactement le principe de la fibre optique, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est formalisé avec le terme de guide d'onde, qui est également au programme. C'est donc ce qu'on va voir maintenant. Utilisons ça pour voir ce qui se passe avec un guide d'onde. Alors, un guide d'onde, du coup, c'est pas le même système que ce qu'on a vu avant, puisque pour un guide d'onde, je vais continuer à dire que je veux faire se propager un champ électrique suivant X, sauf que, en gros, il ne peut pas aller au-dessus ou en dessous. Donc, en gros, je vais avoir un axe Z ici, et puis je vais prendre Z égale 0 et Z égale A. Et je veux, donc, du coup, je vais prendre un champ électrique E qui va être... Alors, on va le construire ensemble, ok? Donc, j'essaye de faire un truc genre E0 cosinus pardon, je vais prendre sous forme complexe, EI oméga t moins kx. Bon, alors là, je vais le polariser plutôt de manière... je vais le polariser dans le même plan que l'interface vide-conducteur. Donc ici, j'ai un conducteur parfait, et ici, j'ai le vide. Et en fait, je vais rester quand même dans le même cas que tout à l'heure, à savoir une polarisation qui est dans ce plan-là. Et pareil, je pourrais la prendre, pourquoi pas par là, mais je vais la supposer transverse électrique, d'accord, comme on fait souvent. Donc en gros, ça c'est une supposition avec donc un Y comme vecteur de polarisation, donc UY qui serait par là-bas. Petite question, est-ce que ça c'est possible? Bah non, en fait, c'est pas possible. Parce que regardez, si je me place en... donc ça c'est vrai à l'intérieur du vide. Si je me place en Z égale 0, par exemple, là ça ne dépend pas de Z, donc de toute façon il va exister un couple xt tel que ça sera différent de 0, sauf qu'entre ici et ici, j'ai continuité du champ tangentiel, donc suivant Y, et à l'intérieur du conducteur, j'ai 0. Donc ça, c'est pas possible. Donc plutôt que de mettre E0, je vais dire, en fait, je veux que ça dépende de Z. Donc je vais l'appeler f, cette fonction-là, f de Z. Donc là, ça y est, vous voyez, les trois variables spatiales, x, y et z, sont mises en jeu. Et je vais essayer de chercher f de Z pour que ça respecte les conditions de la continuité du champ électrique, ou en tout cas les relations de passage au niveau de l'interface vide-conducteur. Alors là, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On a la forme du champ électrique. En fait, comme on fait d'habitude. Alors, là, vous voyez, si j'écris juste à partir de là, f de 0 égale 0 et f de a égale 0, je vais avoir que 2 points. Moi, je veux une fonction entière. Moi, je veux savoir ce qui se passe du coup pour f dans le vide. Donc, en fait, je vais faire classiquement utiliser la relation de dispersion. Mais l'équation de propagation. Mais en fait, on est dans le vide. Donc, l'équation de propagation, vous la connaissez hyper bien. C'est Laplacien de E moins 1 sur C carré dérivé de E par rapport au temps, dérivée seconde, bien sûr, égale 0. Et j'ai la forme. Du coup, vous savez quoi, j'y vais. Donc, j'ai juste à calculer le Laplacien de E. Alors, attention, là, tout se fait suivant UY. Donc, le Laplacien, il n'y a qu'un terme, en fait. C'est dérivée seconde de E, Y. Ce que j'appelle EY, c'est ce truc-là. Par rapport à x2, plus la dérivée seconde de y par rapport à... donc, plus la dérivée seconde de EY par rapport à y, sauf que ça ne dépend pas de y, donc j'enlève directement, plus la dérivée seconde de z, EY, pardon, par rapport à z. Et du coup, le tout suivant uy, parce que c'est un Laplacien vecteur. Du coup, c'est simple, ça me fait, si je dérive par rapport à x, sortir du moins ik, le tout au carré, donc moins k carré fois tout ça, donc je vais mettre fois f. Et puis les exponentielles, on le sait, à la fin, elles se simplifieront, donc pas de problème. Donc je le mettrai après en facteur, on va dire, plus la dérivée seconde de f.
le tout fois EI oméga t moins kx et suivant uy. Ok. Bon, la dérivée seconde par rapport au temps, ça fait apparaître un moins oméga carré, ça vous le savez. Mon chat m'a griffé en fait, je suis un peu triste. Bon bref, on arrive à, donc je l'écris là-dedans, et on arrive à f seconde de z plus oméga carré sur c carré moins k au carré f de z égale 0. Bah voilà, f en fait c'est solution d'une équation différentielle avec deux conditions limites, 0 et 0. Bah c'est bon, on va s'en sortir normalement, non? Bah ouais, complètement. Alors, donc là je vais poser grand K au carré ce truc-là, de sorte à ce que j'ai f seconde plus grand K carré f égale 0. Bon, là, alors d'ailleurs j'ai écrit K carré, oui, bon. C'est un carré, mais K carré peut être négatif, enfin en gros, on n'est pas sûr du signe de tout ça. Mais si le signe, si ça c'est négatif, les solutions pour f, je vous rappelle que ça sera des exponentielles, croissantes et décroissantes, ou des CH et des SH, quoi qu'il en soit, des fonctions en fait monotones entre 0 et 1. Donc si c'est nul ici, après ça sera strictement croissant là-dessus, bah je peux rien faire. C'est-à-dire que je ne peux pas annuler en 2 points, d'accord? Donc je suis obligé pour annuler f en 2 points 0 et a d'avoir ce truc-là positif. C'est pour ça que j'ai mis un carré, j'ai anticipé. Donc pour qu'il y ait solution, j'écris pour solution, bon, vous comprendrez, il faut que oméga carré sur c carré moins k au carré soit strictement positif. Déjà, on commence à voir un petit peu là où on veut en venir, parce que déjà, c'est plus la même relation de dispersion que dans le vide. Alors, c'est bizarre, parce que normalement, on dit relation de dispersion dans le vide, k égale oméga sur c. Ouais, mais ça, c'est vrai que pour les ondes planes progressives harmoniques. Et là, vous voyez qu'on n'a pas une onde plane, puisque l'amplitude dépend de z. Ça, c'est le gros piège. Donc, on a, ok, on a ça. Bon, bah du coup, on a f, en fait, puisque f de z, ça s'écrit comment? Ça va s'écrire A cosinus grand KZ plus B sinus grand KZ. Alors, f de 0 égale 0, ça nous donne directement que A égale 0. Et f de A égale 0, ça nous donne que B sinus grand K Z égale 0. Bon, donc là, deux solutions, soit B égale 0, auquel cas, on n'a juste pas de champ électrique qui se propage, donc c'est pas très intéressant. Donc si on veut f qui n'est pas une fonction nulle partout, eh bien, on est obligé de dire qu'il existe donc un entier tel que, alors comme k carré positif, k est un réel aussi, alors d'ailleurs oui, k on peut le prendre comme on veut, je vais le prendre positif, et donc je vais dire qu'il existe grand petit n, un entier, tel que kn fois z égale, pardon, c'est un a ici, je suis désolé, est égal à n fois pi. C'est-à-dire qu'il existe grand n tel que kn égale npi sur 1. Et j'ai qu'à réintégrer ce que j'avais ici, et ça me donne en fait donc oméga carré sur c carré moins k carré égale n carré pi carré sur a carré. Ou alors je vais même le réécrire comme étant k au carré égale oméga carré moins oméga cn au carré sur c carré avec
oméga Cn qui vaut donc NP C sur A. Donc, une pulsation de coupure. Ça, c'est une relation de dispersion qu'on a déjà vue dans les plasmas, une relation de type Klein-Gordon, je vous rappelle, qui impose en fait qu'il faut oméga supérieur à donc NPC sur A pour qu'il y ait propagation, tout simplement. Voilà. Et donc, surtout, à chaque fois qu'on a propagation, il y a ce qu'on appelle un mode de propagation. C'est-à-dire qu'on a quand même ça. Donc, typiquement, donc, du coup, le champ électrique à la fin, comment il s'écrit? Il va s'écrire E, alors c'est le B qu'on avait tout à l'heure, mais qui correspond à un mode N, donc c'est un mode fixé. Ça fait E0N. Ensuite, on va avoir le... ah oui, F, ça fait B sinus K, N, Z. Donc ça fait NP, donc sinus, pardon, de NPZ sur A, fois, donc ça serait un, bon on verra après, mais c'est un EN en gros, fois, je le mets en notation complexe, EI, oméga T moins KX polarisé suivant UY. Donc autant on a une propagation qui se fait un peu comme dans un plasma, c'est-à-dire que le lien entre oméga et K est donné par une relation de type Klein-Gordon. En revanche, on a l'amplitude qui... Donc c'est pas du tout une onde plane, parce qu'on voit que l'amplitude dépend de Z. Et si je regarde avec la propagation... Alors oui, j'ai pris des plans infinis. Et donc, et j'ai deux plans comme ça. Ah oui, voilà. Si je me place plutôt vu de derrière, c'est-à-dire que l'axe X, je le mets par là. Donc, je regarde comment mon onde se propage en allant par là, d'accord? Bah, du coup, ce que je vois, c'est que en Z égale 0, donc j'ai quand même toujours mon Z ici. En gros, l'onde se propage par là, et elle est quand même toujours maintenue par deux plans, comme ceci. Ici, j'ai toujours un champ électrique nul, ici aussi. Et si n égale 1, mon champ électrique, en fait, son amplitude, je dis bien son amplitude parce qu'il va quand même osciller, mais elle sera comme ça. Donc en gros, je vais osciller pour mon champ électrique entre là et là, avec ici des champs électriques intenses. Donc voilà, si mon champ électrique se propage entre deux plaques comme ceci, bah, au milieu, ça sera plus intense pour le mode n égale 1 que sur les côtés. De toute façon, sur les côtés, ça sera toujours nul. Mais si je regarde pour le mode n égale 2, en fait, j'aurai un truc comme ça. Et ici, il n'y aura pas de champ électrique. Et on peut faire pareil pour le mode n égale 3, etc. Finalement, le champ électrique, c'est une combinaison linéaire de toutes ces solutions de base. Alors, il existe parfois, éventuellement, des choix qu'on peut avoir. Par exemple, on peut choisir une pulsation telle que on aura un seul mode qui veut bien se propager. En gros, pour ça, il faut trouver une pulsation telle que oméga est finalement plus grande que πc sur A est plus petite que 2πc sur A. En gros, là, on a une pulsation plus petite que la pulsation de coupure pour le mode 2. Donc le mode 2 ne peut pas se propager. Par contre, le mode 1, il pourra. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est que déjà, pour faire se propager une onde, il faut au minimum que sa pulsation soit plus grande que πc sur A. Alors on peut se dire, oui, bah, c'est peut-être très facile, mais en réalité, regardez, même si on prend, par exemple, dans le cas de la fibre optique, on peut avoir A égale 1 mm, à peu près, disons, et C égale 3 fois 10 puissance 8. Donc, pi fois C, ça va être quasiment 10 puissance 9.
Si je divise par 10-3, ça me fait du 10 puissance 12, par exemple, pour une petite fibre optique. Disons que ça fait du 10 puissance 12 Hz. 10 puissance 12 Hz, toutes les ondes électromagnétiques n'ont pas cette fréquence-là. Je pense aux ondes gigahertz, etc., machin. En réalité, en gros, hein, ça va pas forcément marcher, d'accord, suivant la longueur d'onde, enfin suivant la pulsation en tout cas, disons, parce que la longueur d'onde va être liée plutôt avec ça. Ça va pas forcément toujours marcher. C'est pour ça que la fibre optique, on utilise en fait des longueurs d'onde visibles, qui sont, je vous rappelle, autour de 10 puissance 15 Hz. Alors bien sûr, on peut aller encore plus haut, hein, mais ça marche pas pour tout. Par exemple, pour les ondes centimétriques, les ondes radio ne seraient pas forcément conduites à l'intérieur de ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que quand on a une solution de ce type-là, on l'appelle onde. C'est une onde transverse électrique. Elle est clairement toujours suivant Y, hein, orthogonale à la direction de propagation, du mode N. Donc on appelle ça parfois directement le mode TEN. Alors justement, elle est transverse électrique. Mais est-ce qu'elle est transverse magnétique, du coup, cette onde qui se propage dans cette espèce de filtre passe-haut, en fait, hein, puisque je vous rappelle qu'il faut quand même ce truc-là. En fait, on peut calculer B. Alors, comment on fait pour calculer B? Est-ce qu'on utilise la relation de structure? Non, 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 c'est pas une onde plane, attention. Donc, finalement, Bn, je peux pas dire que c'est K vectoriel En sur oméga. Bon, alors en fait, peut-être que oui, ça marche, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne peut pas le dire comme ça, d'accord? Il faut tout redémontrer. Du coup, on utilise en fait Maxwell-Faraday, la classique, hein, Rho 2 également dérobé sur démonté. On calcule ce rotationnel-là et on intègre par rapport au temps en mettant un signe moins. Et bref, si on fait ça, on trouve un truc du genre... donc, je ne vais pas refaire le calcul en entier, je vous laisse le faire. Hein. On a ceci... avec donc un sinus n pi z sur a fois l'exponentielle pour la propagation suivant ux. Ah pardon, je me suis peut-être trompé, du coup c'est peut-être un uz ici. Ah, je crois que j'ai inversé les... Bon bref. Moins n pi sur a oméga. Bon, je vous le dis, il y a peut-être une erreur de calcul, mais franchement, j'ai un peu la flemme de refaire tout le calcul. Je vais pas, enfin, pas la flemme, mais je vais pas vous mentir, j'ai quand même un petit peu la flemme. Mais en gros, voilà, je sais pas quel est le calcul, j'ai oublié quel est le calcul exact, et ça serait un petit peu long de le refaire et pas forcément très intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une composante à la fin suivant ux. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas une onde transverse magnétique. Donc, c'est pas transverse magnétique. Et ça, c'est un peu une première. Alors, bien sûr, hein, avant, on avait transverse magnétique parce qu'on avait une onde plane et que div de B, c'était juste moins IK scalaire B. Là, regardez la forme... D'ailleurs, c'était vrai pour eux aussi, mais la forme des divergences comme ça, en fait, ça sera une somme de plusieurs termes. Donc, en fait, une somme de 2 termes peut aussi faire 0 sans que chaque terme soit nul. Et bref, du coup, ce n'est pas une onde transverse magnétique. Alors, remarquez qu'on a posé E sous forme transverse électrique, et on a vu que ce n'était pas transverse magnétique. On peut aussi faire une résolution en cherchant une onde transverse magnétique, et on verra qu'on n'a juste pas une onde transverse électrique. En gros, c'est impossible d'avoir une onde transverse électrique et transverse magnétique. Mais on peut avoir une transverse magnétique ou une transverse électrique. En gros, ça dépend d'une part de la forme qu'on choisit pour la résolution, et après, ça dépend du coup des conditions expérimentales qu'on essaye de mettre en place. Voilà, donc ce phénomène-là, ça s'appelle le phénomène du guide d'onde. Alors, c'est vraiment quelque chose de très étudié parce que c'est ce qui permet de guider les ondes sans qu'il y ait propagation. Propagation, je veux dire, partout dans l'espace. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'une propagation, par exemple, comme on le verra pour le rayonnement, c'est-à-dire une antenne qui émet qui émet un champ électromagnétique partout, en fait, il y a beaucoup de pertes si on veut vraiment relier un point A et un point B. Si on émet une onde d'un peu dans toutes les directions, on verra ce qui se passe justement quand une antenne rayonne, mais ça donne pas forcément, c'est pas forcément efficace. Alors que si on veut juste emmener Internet dans une maison, genre la mienne,
bah, du coup, c'est vrai que juste relier par un fil, ça paraît plus simple. Et donc ce truc-là marche bien. Alors typiquement, hein, pour les problèmes de concours, si vous avez une fibre optique, ça, vous allez avoir un guide d'onde cylindrique. Donc toutes les formules du rotationnel, etc., seront à utiliser en cylindrique, bien sûr. Autre phénomène intéressant dans la vie de tous les jours, c'est par exemple le micro-ondes. En gros, dès que vous confinez avec des plaques conductrices, des champs électromagnétiques. Ça donne des trucs comme ça, des guides d'ondes. Alors, guide d'onde, ça veut dire quand même qu'il y a un endroit où c'est guidé. Ce qu'on voit ici, on emmène quelque chose. Si je prends un micro-ondes, en fait, on aura cette quantification-là, mais dans toutes les directions. Et ça, ça donne d'autres résultats. Mais en tout cas, retenez peut-être un point, c'est que les champs électriques proches des conducteurs parfaits sont nuls. Voilà. Bref, voilà pour ce qui est de la réflexion et du guidage d'ondes électromagnétiques près des conducteurs parfaits. Voilà. Vous avez peut-être vu que la qualité vidéo est meilleure. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai changé d'ordi, j'ai l'impression que c'est mieux. N'hésitez pas à me dire. Voilà, n'hésitez pas surtout à lâcher un maximum de likes pour mon chat. Je suis très content de vous l'avoir présenté. Je ne l'ai pas souvent, donc je suis très heureux. Voilà, je ne veux pas vous le rechercher parce qu'elle fait sa sieste, tout simplement. Voilà, bah, bonne révision. Et puis, on se voit bientôt pour parler justement rayonnement électromagnétique. Enfin, je vous mettrai en ligne une vidéo que j'avais tournée il y a plus d'1 an, que j'avais laissé privée jusque-là. Voilà, à bientôt.